Nouvelle vidéo, comment fédérer une communauté autour du design thinking, que ce soit en interne ou en externe. We make it clap. We make it clap. Vraiment, l'importance de se dire qu'on ne va pas être tout seul à porter un sujet un peu en mode geek dans son coin, mais qu'on arrive à avoir des gens avec qui on partage. Trop cool. La notion de communauté, en plus, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Premier point pour bien créer une communauté, déjà, c'est de créer un noyau dur intéressé et engagé. Pourquoi? Parce que quand on dit communauté, on pense souvent à tout ce qui est partage, échange, interaction. Et en fait, on se rend compte que dans le temps, le faire avec des copains, avec des gens qu'on partage vraiment des valeurs, des pratiques et tout ça, ça nous donne encore en plus envie d'y aller. Donc, ça nous fait tenir dans le temps. Communauté, c'est un marathon. Et le faire avec des gens intéressés et engagés nous permet de tenir cet obstacle. Ouais, c'est pas une mode et puis ça va partir demain. Il faut vraiment pas y aller en grande pompe parce que sinon on va se cramer sur des choses qu'on connaît pas beaucoup, mais essayer de faire quelque chose de super latent. Et donc pour ça, il faut être plusieurs sur du long terme. Et surtout que le gros pompe a un côté consultatif, alors que le côté engagé, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Mm. Alors là, c'est une petite vidéo où vous pouvez voir donc un mec qui danse. On rêve tous de pas être comme lui, de danser en plein milieu, à danser comme ça un peu bizarrement. Donc il danse un peu sur ce truc un peu en descente avec un Là, pour petit bike l'instant, on n'a pas derrière. l'impression qu'il est en train de créer un mouvement, hein. Pour l'instant, il est en train de créer un truc, mais ouais, ça ressemble pas à un mouvement. Ouais. Puis là, on voit qu'il y en a un deuxième qui arrive et là. Donc à deux, ça envoie pas du lourd. Et en tout cas, ils ont l'air de se marrer, mais ils sont dans leur coin. Donc ils sont toujours deux. Pour la danse, c'est toujours aussi élaboré, vous pouvez voir. Ouais, il y a de nouveaux styles de figure et tout. Ça commence à être Et c'est un complexe. peu ce qui se passe en fait à certains endroits. Il y a deux gars qui sont dans un coin qui se marrent tout seuls et en fait ils sont dans leur bulle. C'est pas un souci, mais effectivement ça va pas créer une dynamique collective très forte. Puis là on voit qu'il y en a un troisième qui arrive là. Il danse aussi bien que ses copains et il envoie. Et là ce que vous voyez c'est qu'il continue à rigoler. Et puis là il y a du monde qui commence un peu à arriver. Il y a beaucoup plus de personnes qui regardent. Ça se rapproche un peu. Et là voilà, on est passé à 5. On est passé à beaucoup plus de monde et vous voyez comment la foule elle grandit. Et là, hop, vous commencez à avoir un attroupement qui devient très fort et plein de gens qui dansent. On sent l'ébullition qui s'est passée à l'intérieur de ce truc. Enfin, c'est vraiment plein d'énergie. Ouais. Cette vidéo, en fait, vous allez pouvoir la retrouver sur un TED Talk qui parle de How to Create a Movement. L'idée derrière ça, c'est comment on crée un mouvement au final. Que vous avez pu voir, en fait, et c'est ce qu'ils disent très très bien, c'est que le premier qui arrive, il passe pour un fou furieux. C'est le mec un peu visionnaire. Le deuxième, c'est son premier early adopter, il se passe pas grand-chose. Et à partir du troisième, en fait, tu as créé une dynamique. Mais pour créer un mouvement, en fait, il faut trois personnes. Il faut trois personnes pour créer une envie de rejoindre ce groupe et de le faire avec eux. C'est un peu le message et c'est un peu ce qui revient par rapport au point précédent. Si vous êtes tout seul, vous êtes un visionnaire, mais vous êtes tout seul. Vous savez créer aucune communauté. Et il va falloir engager du monde et pas y aller tout seul. Trop bien, Et ouais, pour on engager sent. du monde, ouais, le premier message, c'est trois personnes. À trois, ils étaient déjà en train de créer quelque chose, ouais, et ça a donné envie aux autres d'y rejoindre. Donc, il y a vraiment cette image, donc, qu'on disait sur le passage d'avant, c'est essayez pas de faire quelque chose de gros tout de suite, c'est faites le bien dans votre coin, et après, les gens viendront te regarder, ça s'arrête pas. On sait pas combien il y a de personnes. Et vous avez vu, hein, et les trois, en fait, ça leur a pas empêché en parallèle de créer leur truc, comme ça a été dit. Mais il y a deux enjeux. J'ai créé de la valeur et faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui l'utilisent ou qui soient avec moi. C'est deux enjeux différents qui se font différemment. Et eux, ils ont créé un truc de ouf là. Alors qu'en fait, ils étaient mais complètement ridicules sur un morceau d'herbe, genre une minute avant, quoi. Trop bien. Prochain point, Johan. Partager une raison d'être et des valeurs qui réunissent les personnes. En fait, dans les communautés, dans ces communautés, un des piliers de la communauté, c'est qu'on appelle une entreprise commune ou un enjeu qui est commun. Qu'est-ce qu'ils vont faire que ces personnes vont se réunir à cet endroit-là et vont créer de la valeur ensemble? Et en fait, ça va être ce qu'on appelle une entreprise commune, une envie de faire quelque chose ensemble et de co-construire ensemble quelque chose. Ça peut être par exemple de partager et de monter en compétences. Ça peut être de faire du contenu, de type com, marketing, ce que vous voulez, ou carrément de faire du business, de vendre quelque chose collectivement en partageant nos pratiques et nos connaissances. Mais sans raison d'être, en fait, on va avoir un groupe de personnes qui sont là. Ça va être peut-être un groupe de discussion, mais ça n'aura pas lieu de communauté de pratique et ça n'aura pas la force d'une communauté de pratique. Mm. Et donc, et en tout cas, il faut bien être au clair dès le début sur pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça va nous apporter
pour qu'on ait un bon socle commun sur lequel on arrive à donner des valeurs autour de ce sur quoi vous allez créer votre communauté. Et donc, si c'est autour de design thinking, il y a tout ce côté écoute du groupe, mettre l'utilisateur au centre, enfin, les messages qu'on passe tranquillement. Le point suivant, c'est ne pas croire que pour partager, il faut que des experts. En fait, on a tendance à croire que quand on réunit une communauté, elle va trop bien marcher si c'est les meilleurs experts du marché. Je les mets là et ça va être trop bien, ça va être ultra stimulant. Le partage, en fait, n'est pas une compétence d'expert. Une expertise, sur la hardkill, en tout cas, c'est une expertise. Le fait de partager, c'est une autre compétence. Et si vous tombez sur des experts qui ont à la fois l'expertise et à la fois la compétence du partage, banco. Mais en tout cas, pour partager, il ne faut pas forcément que des experts. Ça veut dire aussi que, en fait, et des fois, pour devenir expert, c'est ce qu'on appelle la boucle d'apprentissage. Pour renforcer une expertise, il faut pouvoir l'avoir déjà partagée. Si vous attendez d'être expert sans avoir partagé, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez une somme de connaissances de fou, mais vous n'avez aucune expertise. La capacité d'arriver à retransmettre et de réussir à l'utiliser, la faire utiliser. Ouais. Mais c'est une compétence un peu différente que celle de son expertise. Mais c'est vrai qu'on rougit beaucoup de ça. Est-ce que c'est vraiment moi qui est légitime pour arriver à mettre en place une communauté design thinking, faire parler à l'intérieur de mon organisation de design thinking? Non, j'ai pas l'impression parce que mon rôle c'est ça ou ça. On s'en fiche en fait. C'est des gens qui se rassemblent parce qu'ils ont envie d'ouvrir un sujet commun et on s'en fiche du niveau de départ. Ce qui compte, c'est d'avoir une courbe. Ça lève un point qui est super important, c'est que de toute façon, on en est là. Et même si ce que vous apportez, c'est ça, c'est toujours ça de plus. Si vous attendez l'expert qui arrive dans 6 mois, cool, il va vous amener là. Mais c'est dans 6 mois, quoi. Si déjà vous pouvez faire ce pas tous ensemble, c'est déjà énorme. Et puis souvent, l'expert, il vous amène pas là. Il vous amène là sur un sujet et il fait pas bouger les personnes. Et ce qui compte, c'est de faire bouger les personnes plus que d'aller à un moment donné sur quelque chose d'un peu mieux. Alors, comment on alimente une communauté? En fait, il y a une idée reçue qui est on va juste mettre des gens dans une salle et puis ils vont s'éclater et puis ils vont partager, ils vont co-construire. C'est une idée reçue, mais la réalité, c'est qu'ils se retrouvent et ils parlent, ils vont prendre une bière. Donc, c'est un peu ce côté bon vivant. En fait, pour que cette communauté elle soit stimulée, qu'elle ait envie d'apprendre et de partager, en fait, elle va besoin d'être alimentée. Alimentée par quoi? Par des sujets. Ça peut être quelqu'un qui dit, hey les gars, moi j'ai besoin qu'on m'aide à monter en compétences. Donc en fait, il y a vraiment un besoin, une demande de quelqu'un qui va engager les autres. Ça peut être de co-construire ensemble, avec un article, un contenu, un produit. En tout cas, on va chercher à co-construire quelque chose ensemble et qui va nous amener à interagir dans un même sens. Troisième axe aussi, ça peut être business. On en a parlé tout à l'heure. Je cherche à vendre quelque chose, on va le faire ensemble. Mais dans tous les cas, il faut que la communauté soit alimentée pour la mettre en mouvement. Si c'est juste se regrouper, parler, c'est extrêmement puissant, mais ça aura peu d'effet pour engager la communauté. C'est un peu ça, cette croyance que si vous réunissez des gens dans une salle, ça suffit. On le voit par expérience, ça suffit 2 ou 3 fois. Et les gens, en fait, ce qui va se passer, c'est que la 4e fois, ils vont dire « Ouais, mais moi, j'ai du boulot ou j'ai autre chose qui m'apporte plus de valeur. Et si je veux parler, je vais prendre une bière avec des copains. » Et c'est un peu vrai. Et puis il y a une réalité, souvent on nous dit bah ouais, on a essayé de créer une communauté, mais c'est tout le temps moi qui contribue. Moi j'aime bien prendre l'exemple quand même du web. C'est normal qu'il n'y ait que 3% des gens qui contribuent pour 97 qui consomment. Et donc il ne faut pas hésiter à avoir des mondes un petit peu comme ça où on se dit qu'on se nourrit d'ailleurs et on vient donner ici et ça fait partie aussi des échanges. Il y a vraiment essayer de l'avoir de manière les choses le plus ouverte et globale possible et on se rend compte qu'on met une toute petite pierre à l'édifice et donc que c'est pas vraiment nous qui contribuons le plus et que les autres qui viennent consommer. Par rapport à ce que disait Vincent, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous partagez, ça va vous faire progresser, ça va vous faire apprendre des choses que vous n'avez pas prévu de faire. Ça va vous apporter une valeur qui est énorme, que tous les gens qui vont vous lire vont même pas en capturer la totalité de l'essence. Donc vous êtes gagnant quoi qu'il arrive. Juste que le ROI, on le voit pas forcément tout de suite. Merci Johan. Donc c'était toute cette vidéo autour de comment on s'assure d'arriver à mettre une culture design thinking en interne en créant une communauté, que ce soit interne ou externe. C'est vraiment le même sujet. C'est ce besoin d'essayer de fédérer d'autres personnes autour de vous pour réussir à leur partager cette culture-là et que petit à petit on grandisse ensemble plutôt que d'essayer de prendre une posture différente sur laquelle ça va être très dur d'aller essayer de évangéliser sur des messages si vous n'avez pas des gens qui vont vous aider à le faire. Et puis c'est pour vous. Et vous voyez aussi que vous avez gagné dans cette communauté. C'est juste une aventure humaine énorme que d'avoir une communauté en avançant ensemble. We make it clap. We make it clap. Ciao Johan, merci. Salut. À toi. Salut.